Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un nouveau président de la transition adoubé par l'armée est désormais à la tête du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Mais l'Union africaine réclame déjà une transition civile et des élections rapides. La République démocratique du Congo et les Pays-Bas renforcent leur coopération économique. Le Premier ministre congolais Matata Ponyo s'est exprimé à la tribune du Business Forum à Amsterdam et a su séduire son homologue ainsi que des investisseurs néerlandais. En une décennie, la Côte d'Ivoire est passée d'une production de 80 000 tonnes de noix de cajou à 1,5 million de tonnes. Une manne financière a considérablement augmenté pour les agriculteurs, mais pour les autorités, cette culture n'est pas encore optimale. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida a officiellement été désigné par l'armée pour diriger le Burkina Faso pendant la période de transition. Il prend donc la vacance laissée par l'ancien président Blaise Compaoré, actuellement réfugié en Côte d'Ivoire, après avoir démissionné vendredi. Ce samedi à 13h30, les forces armées nationales ont déclaré leur ralliement au lieutenant-colonel. Retour sur une journée riche en événements politiques pour le Burkina Faso, avec Anan Faro. Après la bataille pour le pouvoir burkinabé engagée entre deux branches de l'armée, le consensus s'est fait autour du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Suite à la démission du président Blaise Compaoré, plusieurs heures de bras de fer ont opposé le chef d'état-major Nabéré Honoré Traoré et le lieutenant-colonel Isaac Zida. Au final, c'est lui que l'armée a désigné ce samedi pour conduire la transition. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, 54e anniversaire des forces armées nationales. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Cette période de transition, dont la forme et la durée seront déterminées ultérieurement, de concert avec toutes les composantes de la vie nationale, interpelle l'accompagnement de tous les citoyens de notre pays et de la communauté internationale. Isaac Yacouba Zida était jusqu'ici le numéro 2 du régiment de la garde présidentielle, la force la mieux équipée du pays. L'homme avait pris la parole sur une chaîne de télévision privée dans la nuit de vendredi à samedi. Il déclarait assumer les responsabilités de chef de la transition et de chef de l'État. En attendant de définir de manière consensuelle, avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile, les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. Quant au président démissionnaire Blaise Compaoré, la présidence ivoirienne a confirmé ce samedi sa présence ainsi que celle de sa famille à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivant en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Autre réaction très attendue, celle de l'Union africaine qui a appelé ce samedi à une transition civile et non militaire au Burkina Faso. La commission de l'UA demande aux forces armées burkinabées de se mettre à la disposition des autorités civiles. Les regards se tournent désormais vers la coalition de l'opposition politique. Sa position devrait être déterminante pour le futur politique du Burkina Faso. Autre titre de l'actualité, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire souhaitent renforcer leurs relations diplomatiques afin de devenir de meilleurs partenaires. Cette volonté a été concrétisée il y a une semaine avec la ratification d'un accord par la Mauritanie. Il établit la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Reportage de notre correspondant Franck Nudofina. Vers un réchauffement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République islamique de Mauritanie. Lors du Conseil des ministres du jeudi 23 octobre 2014, le gouvernement mauritanien a ratifié l'accord établissant la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Cette décision officialise donc les nombreux échanges et propositions de partenariat issus des visites des autorités mauritaniennes en Côte d'Ivoire et des autorités ivoiriennes en Mauritanie. Quand vous voyez le nombre déjà des Ivoiriens, des Mauritaniens en Côte d'Ivoire, vous pouvez... C'est une seconde patrie pour les Mauritaniens. La Côte d'Ivoire, aller à Abidjan, ça allait trouver énormément de Mauritaniens. Ça déjà,
c'est déjà un pays d'accueil, c'est leur deuxième patrie. Et ici, depuis la crise ivoirienne, nous avons enregistré beaucoup des Ivoiriens qui arrivent ici, d'autres y restent, d'autres traversent, partent au nord, au Maroc, et d'autres sont établis ici. L'accord que la Mauritanie a ratifié rend officiel la création d'une grande commission mixte de coopération avec la Côte d'Ivoire, la libre circulation des personnes et des biens, mais également un partenariat en matière d'agriculture et de pêche. Bien évidemment, le fait d'octroyer cette opportunité à des commerçants mauritaniens pouvant justement vendre leurs produits en Côte d'Ivoire et vice-versa, ça permet quand même de développer justement le volume d'échange entre les deux pays et créer justement une synergie permettant la mise en place d'un climat d'affaires propice au développement, justement, je dirais, de ce genre de collaboration, de partenariat, collaboration bilatérale entre les deux pays. Et pourquoi ne pas généraliser cette expérience sur les autres pays de la sous-région, à savoir le Sénégal, le Mali, le Burkina et autres. Afin de donner un coup d'accélérateur à ce nouveau partenariat entre la République islamique de Mauritanie et la Côte d'Ivoire, les deux pays ont décidé de la tenue à Abidjan en 2015 de la première session de la commission mixte de coopération et de l'organisation prochaine d'un forum économique sur le secteur privé. L'actualité économique, c'est le Forum économique Pays-Bas-République démocratique du Congo qui avait lieu ce mercredi à Amsterdam, la capitale néerlandaise, un rendez-vous auquel a participé le Premier ministre congolais Matata Ponyo. Il y a présenté les opportunités d'investissement dans son pays. C'est un reportage de notre envoyé spécial Babylas Boton, commenté par Marina Vanier. La République démocratique du Congo s'inspire du modèle économique hollandais. C'est ce qui a fait l'objet de la visite qu'effectue en ce moment le Premier ministre congolais dans le Royaume des Pays-Bas. S'appuyant sur les réformes économiques majeures opérées dans l'économie de son pays ces dernières années, le chef de la délégation congolaise a mis l'accent sur le taux de croissance actuel de 8,7%, qui selon lui est un indicateur d'une vitalité économique retrouvée. De quoi inviter les opérateurs économiques hollandais à saisir l'opportunité d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Et c'est justement ce partenariat d'affaires qui a fait l'objet d'un forum économique qui a réuni un parterre d'opérateurs économiques des deux pays. Je voulais dire que je reste persuadé que votre participation à ces business meetings va nous permettre, vous et nous, de réécrire une nouvelle page des relations d'affaires entre les royaumes des Pays-Bas et la République démocratique du Congo, mais aussi d'intensifier la collaboration entre nos deux pays. Reçus en audience par son homologue du Royaume des Pays-Bas, les deux hommes ont fait le tour d'horizon des relations liant les deux pays et exploré les opportunités d'affaires à saisir. Le Premier ministre hollandais, tout en appréciant les progrès économiques réalisés par la République démocratique du Congo ces dernières années, a salué la qualité exceptionnelle de l'équipe dirigeante. J'ai été très impressionné par l'énergie avec laquelle les collaborateurs du président de la République démocratique du Congo travaillent. J'ai aussi été impressionné par leur vision. C'est aussi l'occasion de renforcer nos relations. Nous avons mis en place une ligne directrice pour être sûr que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Le séjour aux Pays-Bas de la délégation congolaise a été aussi l'occasion de visiter la société mère des deux entreprises hollandaises installées au Congo. Il s'agit de Heineken et Vlisco, précurseurs de la relation qui a toujours lié les deux pays. En un peu plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire a fait évoluer son secteur d'acteurs mineurs sur le marché de la noix de cajou, à plus grand exportateur du monde. Les agriculteurs sont nombreux à se lancer dans cette filière particulièrement lucrative. Toutefois, les autorités ont encore des efforts à fournir pour optimiser véritablement la culture de l'anacarde. Amira Benjabala Jean-Pierre. Les noix de cajou ont été plantées en Côte d'Ivoire dans les années 70 pour faire face à la désertification. À l'époque, quelques avant-gardistes misent sur cette noix sans se douter que sa culture deviendra rentable. Face à une demande en provenance d'Asie en constante augmentation, la Côte d'Ivoire a produit la saison dernière 1,5 million de tonnes de noix de cajou, ce qui en fait le premier exportateur mondial. Il y a 10 ans, le pays en produisait environ 80 000 tonnes.
Pour les afro-pessimiques, je pense que le secteur du cajou est en train de montrer, surtout en Côte d'Ivoire, de 15 ans, c'est devenu un secteur majeur. Non, il y a beaucoup de potentiel. Le potentiel est énorme dans le secteur du cajou, mais il y a des défis nombreux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique claire, il faut des mesures incitatives, et puis bon, il faut avoir l'accès au financement, il faut faire la promotion de ce produit, de ce secteur. La culture de noix de cajou, bien que très rentable, n'est pas encore assez optimisée par les autorités du pays. 95% de la production brute ivoirienne est exportée en Inde et au Vietnam pour le traitement. Une transformation en terre ivoirienne serait pourtant très profitable au pays. Nous pensons qu'en transformant, nous allons créer beaucoup d'emplois et nous allons créer beaucoup de valeur ajoutée pour le pays. C'est pour ça que l'accent est mis, à côté de tout ce que je vous ai cité comme axe stratégique de la réforme, l'accent est mis sur la transformation. Au cours des 5 prochaines années, le Conseil du coton et de l'Anarcade a pour ambition de transformer localement 35% de la production de noix de cajou brute cultivée en Côte d'Ivoire. Selon une étude, 100 000 tonnes de capacité de traitement en Côte d'Ivoire créeraient 12 300 emplois directs et 10 000 indirects. Et vous avez bien sûr reconnu le commentaire de Hanan Faro. Il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la santé a apporté une nouvelle pleine d'espoir pour les pays infectés par le virus Ebola. Le nombre de nouveaux cas serait en baisse. Une diminution rendue possible par plusieurs mesures sanitaires, des campagnes d'information et de prévention. En Sierra Leone, par exemple, une ligne téléphonique d'urgence a été mise en place. Elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Hanan Faro et Marina Vanier nous en disent plus. Avec plus de 1500 décès, la Sierra Leone est l'un des pays qui paye le plus lourd tribut à l'épidémie d'Ebola. Dans la capitale Freetown, il n'y a pas une personne qui ne soit impliquée dans la lutte contre le virus. C'est le cas de ces jeunes, tous bénévoles. Ils répondent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux questions des citoyens inquiets. Je travaille ici parce que je veux aider mon pays concrètement. C'est ma façon d'aider du mieux que possible les Sierra-Léonais. À Kailoun, où je vis, une famille entière est décédée, seul un bébé a survécu. Cela m'a marqué et m'a donné envie d'apporter mon aide. Ouvert il y a quelques mois, le centre d'appel reçoit une moyenne de 1200 appels par jour. La majorité provient de la capitale où le nombre de cas est en augmentation. Nous avons été submergés d'appels. Malheureusement, nous recevons aussi beaucoup d'appels de plaisantins. Les bénévoles rendent compte de leurs appels aux travailleurs de la santé et aux équipes de surveillance. Dans ce pays de plus de 6 200 000 habitants, les bénévoles qualifient leur engagement comme une obligation morale à l'égard de leurs concitoyens. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.